Bonjour, législative 2022. Aujourd'hui, je reçois Laurent Martin. Bonjour. Alors, vous vous présentez pour la circonscription pour être député. Qu'est-ce qui motive votre engagement aujourd'hui et pourquoi vous voulez faire ce combat? Là, je vais être très clair, très court et très fort. Je suis en retraite, j'ai 75 ans, j'ai 3 enfants qui tournent autour des 40-50 ans, j'ai 3 petits-enfants qui tournent autour des 6-10 ans. Moi, j'avais tout pour rester chez moi tranquille, hein. Le problème, c'est que je suis quand même très informé, très bien informé, je pense, hein. J'ai un système d'information qui est quand même très efficace d'habitude depuis des années et des années et des années, c'est pas d'aujourd'hui. Je travaille en gros 10 heures par jour à mon bureau et je constate quoi? La situation est tellement gravissime que j'ai pas le droit de rester tranquille sachant tout ce que je sais. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on compromet complètement la liberté, la vie des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des générations futures. Donc moi, pour les défendre, je suis obligé de faire mon devoir et donc de me présenter pour être un député d'opposition à tout ce qui se fait de grave. Je m'entends, évidemment, s'il y a des petites choses intéressantes, on ne va pas être systématique. Mais sur les gros sujets, tout est à l'envers. Donc il faut tout redresser, il faut remettre la France à l'endroit, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la conférence de presse lundi. Alors, vous êtes engagé politiquement, on vient de nous comprendre, vous voulez aller au combat parce que ça ne vous convient pas ce qui se passe actuellement. Sous quelle bannière vous partez? Alors, la bannière de l'Union pour la France. L'Union pour la France, ça veut dire tout simplement exactement lutter pour le contraire de tout ce qui se fait aujourd'hui, qui détruit la France et qui nuit aux Français. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile pour tout le monde de tout comprendre, mais je suis là justement parce que il me semble que je comprends beaucoup mieux les choses que beaucoup de monde, parce que j'ai beaucoup plus d'informations, parce que j'ai fait beaucoup plus de choses dans ma vie, hein. Donc il me semble que je dois m'opposer à tout ce qui se fait. Donc l'Union pour la France est aujourd'hui dans une opposition radicale sur un certain nombre de sujets graves. Et elle se constitue de Debout la France, des Patriotes de Philippot, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, des Patriotes de Philippot, et puis de Génération Frexit, qui est un mouvement qui veut la sortie complète, et à l'image un peu des Anglais, enfin du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Ce qui veut dire d'ailleurs que les Anglais ne sont pas sortis de tout. Ils sont sortis du TFUE, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, mais ils ne sont pas sortis de tout. Par exemple, ils sont toujours actionnaires, la Banque d'Angleterre est toujours actionnaire de la Banque centrale européenne, et ainsi de suite. Et donc la France pourrait parfaitement sortir du TFUE, là, et de tout cet ensemble de stratification juridico, je ne sais pas quoi, gravissime, qui prétend nous diriger, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est là, au contraire, juste pour harmoniser les positions et aider les pays à trouver des terrains d'entente et à bâtir des projets communs dans certains domaines, mais c'est tout. Alors, on va faire un peu le tour de... J'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Bon. On reviendra sur d'autres points comme l'Europe, votre regard. On va d'abord commencer par justement un des points importants au niveau des élections aujourd'hui dont on ne parle pas beaucoup. Ça paraît surprenant déjà pour les présidentielles. On ne parle pas de l'abstention. Quel est votre regard sur l'abstention? Parce qu'il est quand même important. C'est un sujet majeur. L'abstention a plusieurs causes, hein. Il y en aura toujours, mais ça devrait être dans un système qui serait honnête, qui serait vraiment transparent, qui serait complètement informatif. Les pour, les contre, les arguments, tous les arguments, comme c'était, je dirais, avant, avec les journaux de différentes tendances, qui étaient parfaitement des entreprises autonomes, qui vivaient de leurs clients, et par conséquent, on avait moyen d'avoir une information. Moi, j'ai connu le temps, dans les années 60, où, par exemple, le Figaro se vendait pratiquement qu'avec sa une. Il y avait le Cavalier seul d'André Frossard, hein. Il y avait le dessin de Jacques Faisan. Avec ça, déjà, ça vendait le journal. Bon, et puis, il y avait quand même des informations. Et puis, il y avait cette devise du Figaro, « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ».
la fameuse devise de Beaumarchais. Et ça, c'était bien. Mais depuis que le Figaro a supprimé sa devise, depuis qu'ils n'ont plus ces cavaliers sols et ces dessins de Jacques Faisan, et puis qu'ils ont maintenant cette tendance à... qui n'en est même plus une, à être conforme, quoi, hein, comme tout le reste. Puisqu'ils vivent non plus de leurs clients, puisqu'ils n'intéressent plus personne, eux comme les autres, hein, comme toute la presse, même Sud-Ouest, ils intéressent les gens Sud-Ouest, mais enfin, parce que dans le Sud-Ouest, mais parce que les gens y trouvent un peu comme le Républicain de l'Essonne ou d'autres journaux locaux, ils y trouvent des informations locales. Mais à part ça, bon, le Sud-Ouest ne vit pas de ses clients, il vit de subventions. Et toute la presse est comme ça. C'est plus de la presse. C'est pour ça que les gens n'ont plus l'information qu'ils désirent, la vraie information, avec des pour, des contre, des opinions tranchées, clivantes. Hein, j'ai connu un peu un certain nombre de prêtres de l'Église catholique, de toutes... et il y en a un notamment qui s'est efforcé de dire ce qui, à son avis, devait caractériser la femme, l'homme. Et il dit, l'homme, c'est pas du tout pareil que la femme, mais entre autres, l'homme doit être clivant. La femme, du coup, va être attirée par ce côté, ou au contraire, pas du tout attirée par ce côté, mais par un autre. Donc c'est pareil pour tout le monde. On dit que la France, on dit la République, tout ça c'est un peu du féminin. Donc le problème c'est qu'il faut être, à mon avis, clivant. Moi je dis clairement la chose suivante. Si je me présente, c'est uniquement pour m'opposer à tout ce qui se fait de mal, qui nuit à la France et qui nuit aux Français. Moi, on défend la souveraineté, on défend l'indépendance, qui est beaucoup plus difficile à défendre, l'indépendance, parce qu'il faut la défendre, elle, tous les jours, dans tous les domaines. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis, c'est le non-alignement, troisième pilier du tripode. Hein. Donc, je suis gaullien de ce point de vue-là, c'est-à-dire que souveraineté, indépendance, non-alignement, hein, c'était les piliers. Je ne suis pas du tout gaulliste, au sens où j'avalerais la légende gaulliste. Je ne suis absolument pas ça. Mais par contre, gaullien sur l'essentiel de la politique et des orientations de Gaulle, c'était ça, quoi. Hein. Donc là-dessus, oui, moi je suis plutôt, donc, sémantique, nécessaire quand même, gaullien et pas gaulliste. Je suis plutôt royaliste et pas du tout, pas républicain au sens actuel, c'est-à-dire sectaire et totalitaire du terme, maçonnique. Et autres, mais enfin, notamment. Donc, voilà. Justement, quand on vous écoute, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est toujours en démocratie en France ? Bah, non, pas du tout. La démocratie, comme je le disais à l'instant, ça suppose la transparence complète. Bon, Giscard a dit un jour, dans les années où il était président de la République, il a répondu à une question très simple, je me rappelle encore, hein, de mémoire, hein, je vous réponds de mémoire. Valéry Giscard d'Estaing a dit, donc je ne sais plus moi, en 77, 19, je ne sais plus, enfin dans les années où il était président de la République, il a dit que, en fait, il n'y a pas de secret véritable qui soit vraiment un secret. Il dit, j'en vois pas. Peut-être, a-t-il dit, il y aura peut-être un secret de nature sécurité nationale. On a supposé à l'époque ce qu'il voulait dire. Mais en fait, des vrais secrets, il n'y en a pas en réalité. Donc, tout le monde sait tout ce qu'il veut savoir avec les services de renseignement, avec tout. Donc, c'est zéro. Donc, le problème, la transparence doit être totale sur tous les sujets, et la meilleure transparence qui soit, c'est qu'on ait un point de vue et un point de vue opposé, l'équilibre. Bon, et cet équilibre aujourd'hui est rompu d'entrée de jeu, puisque depuis fin février, début mars, le gouvernement Macron et consorts a interdit toute diffusion d'informations de la part de la Russie. Il a carrément interdit la diffusion de journaux parfaitement légaux, parfaitement installés, qui faisaient bien leur travail, et d'ailleurs apprécié par les gens, comme Russia Today, ou comme, enfin voilà, des journaux comme ça. C'est complètement interdit. RT est interdit, etc., etc. Donc les Français sont condamnés, par le verrouillage d'Internet notamment,
puisque ce n'est pas dans les plateaux habituels, par le verrouillage d'Internet. Il suffit de tourner la clé, ils ont tourné la clé, et hop, vous pouvez... Ils publient quelque chose, Russia Today par exemple, mais vous cliquez, on vous affiche un panneau, la diffusion de cette vidéo est interdite dans votre pays. C'est ce qui est marqué. C'est complètement ahurissant, c'est anormal ça. Je ne parle pas du point de vue de l'un et de l'autre, mais le fait que ce soit interdit d'avoir l'autre son de cloche, ça c'est pas du tout normal. Et moi, si j'arrive, ce sera une des choses, il y en aura beaucoup, mais enfin il y aura une des choses à redresser, c'est le rétablissement de la transparence, de tous les points de vue, de l'expression de tous les points de vue, etc. Parce que sinon les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent rien comprendre. J'ai appris, comme tout le monde, enfin je pense, mais enfin au moins tout le monde qui s'intéresse un peu à la chose, que le directeur de la DRMM, le renseignement militaire, a été limogé là, il y a quelques semaines par Macron, à la suite de quoi, 2 jours ou 3 jours après, qu'on ait vu la carte de ce qui se passait en Ukraine selon le renseignement militaire français. Ça a fuité, ça a été distribué. Et ça correspondait presque superposé à la carte que l'on peut dresser à partir des informations russes. C'était la même. Donc, ça détruisait le narratif officiel, complètement. Or, comme par hasard, il a limogé le directeur du renseignement militaire. Bon, moi je suis désolé, mais ce genre de comportement est inadmissible. Voilà. Alors, enfin, pour moi. On est chacun, voilà, vous êtes là pour donner vos idées, pour que les gens sachent. Justement, je vais suivre votre logique. Comment redonner la parole aux Français? Alors, quelles sont les actions que vous verriez bien mettre en place? C'était très détaillé dans les 100 propositions triées par domaine, un certain nombre dans chaque domaine de propositions du candidat du Pont-Aignan. Aujourd'hui, comme avec Philippot, pareil, avec les Gilets jaunes aussi, j'ai beaucoup suivi ce mouvement. Même à un moment donné, j'étais informé par le comité directeur de ce mouvement. On l'est moins maintenant parce qu'ils ne manifestent plus tellement, mais enfin, il y a toujours le point de vue qui reste. C'est-à-dire, entre autres, il y en a d'autres, mais enfin, entre autres, c'est le RIC, là, comme ils appellent ça, le référendum d'initiative citoyenne. On disait avant le référendum d'initiative populaire, bon, on verra le terme. Mais le but, c'est ça, c'est de redonner le pouvoir aux gens, non seulement leur pouvoir, leur souveraineté personnelle sur leur vie, mais leur souveraineté sur leur vie collective, et sur leur vie nationale. Donc, pour leur redonner ce pouvoir, cette souveraineté sur l'ensemble des décisions, le pouvoir, le vrai, bon, ben, il faut revoir la Constitution dans plusieurs articles, et pas seulement ceux qui ont pu être évoqués. Moi, j'ai étudié les 14 constitutions qu'a connues la France depuis 1791, violée en 92 par l'arrestation du roi, d'ailleurs, ça commence, bon, et ainsi de suite. Donc là, ces 14 constitutions éclairent bien la grosse difficulté qu'a la France à vivre avec un régime qui n'est plus celui qui lui convient, en fait, depuis ce coup d'État maçonnique, avec la terreur, avec tout ça. Et il continue dans la même ligne, avec un terrorisme sous excuse pseudo-sanitaire, démontré maintenant au bout de 2 ans comme étant vraiment une excuse bidon. Donc c'est vraiment une volonté de dresser les gens comme des chiens, quoi. Moi, alors ça, je suis outré par ça. Je veux absolument arrêter ça. Et je suis comme Philippot, je suis comme Dupont-Aignan, je suis comme, etc., un certain nombre. Hein. Mais Dupont-Aignan a d'ailleurs ouvert, sans poser aucune condition, à son soutien à ma candidature possible, quand on l'a évoqué avec le responsable départemental, qui est mon remplaçant là sur monsieur Pourut, qui est un ancien de la Marine nationale, et très âgé, plus âgé que moi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pour nous qu'on va travailler. Hein. Moi, dans 5 ans, je serai peut-être mort ou à 2 ans de l'être. Hein. L'espérance de vie, c'est 81 ou je sais plus, enfin dans ces eaux-là, quoi. Hein. Bon, et monsieur Pourut, malheureusement, il est assez voisin déjà
malheureusement, parce que c'est quelqu'un de bien qui s'est présenté souvent. J'ai appris ça, bien sûr, dans les Landes. Hein, donc, il connaît bien le département. Il m'a beaucoup déjà renseigné, bien que j'y sois. Alors, dans la conférence de presse, il y a eu un problème à ce sujet-là. Oui, dans la conférence de presse, il y a eu un problème. Sud-Ouest, par exemple, a dit que j'aurais dit que j'étais depuis 30 ans à Donzac, ce qui est faux. Je suis depuis une trentaine d'années, j'ai dit, dans les Landes, mais seulement depuis 13 ans à Donzac. Donc, j'en profite vite fait. Voilà. Il n'y a pas de souci. Dans votre parti, justement, que vous représentez, c'est par rapport à l'Europe. Quel est votre regard sur l'Europe? Et puis après, on partira sur des l'Europe projets. des nations, comme d'ailleurs l'ancien Front National le voulait, avec bien d'autres partis souverainistes en Europe, c'était une Europe des nations. Et aujourd'hui, l'idée de Dupont-Aignan, c'est aussi une Europe des nations. Et l'idée de Philippot, la mienne, etc., c'est une Europe des nations. Il y a un gros problème. La centralisation bureaucratique de la France a créé des structures gigognes et les a multipliées, institutionnalisées, de manière à créer une multitude de soviets en termes russes, c'est-à-dire en fait de comités ou de conseils. Ça prolifère. Il n'y avait pas lieu. Les communes s'entendent avec les voisines sur des projets qui sont communs. C'est pas difficile de déléguer 1 ou 2 ou 3 conseillers municipaux chacune et puis de délibérer sur le projet considéré. Bon, il n'y a pas besoin de créer des communautés de communes, des agglomérations de machins, des trucs et des chouettes, institutionnalisés avec des conseils, des règlements, des trucs, tout ça prolifère, ça étouffe tout le monde et en fait ça empêche de travailler simplement, honnêtement, dans le sens que veulent les gens. Or là, c'est pareil pour les nations. Les nations, c'est nos voisins, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, puis bien sûr les Belges, les Luxembourgeois, etc., etc. Tout ça. Quand on a des idées ou des projets à proposer, ou eux, on se réunit ensemble, et puis on voit comment on peut le faire, si on peut le faire, la faisabilité, etc. On le fait. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une institution européenne. Il n'y a pas besoin de ça. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien. Quand Van der Leyen et Macron, d'emblée, là, il y a une semaine ou deux, là, le temps passe vite, ils ont décidé qu'il allait falloir faire ceci, etc. Immédiatement, il y a 13 pays qui se sont opposés sur les 27, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Bon, donc ça ne se fera pas. Les pressions de l'OTAN, qui veut se servir de l'Europe élargie à sa dimension jusqu'aux frontières russes, cette Union européenne sert, en fait, je voudrais aller vite, hein, ça m'oblige à... je voudrais aller vite. Oui, le problème, c'est que cette Union européenne elle va servir de glacis à la guerre en Europe entre les États-Unis et la Russie, si jamais la Russie ne réussit plus à avoir la patience qu'elle a montrée jusqu'à présent. Et de ce point de vue-là, moi j'estime que la Russie, qui a été notre allié pendant les deux guerres mondiales, a toujours respecté la France et les Français. Je peux une anecdote vite fait, en même temps? Vite fait. Il vous reste 7 minutes. Donc, combien? 7. Aïe, aïe. Bon, une anecdote vite fait pour faire intéresser les téléspectateurs de TV Land, peut-être. On dit beaucoup le mot bistrot. À propos des bars, ou même, dans une certaine mesure, pourquoi pas, des bars, des restaurants, on dit le bistrot, les bistrots, ce serait français. Eh bien, en 1814-1815, quand les alliés ennemis du régime maçonnique républicain français ont occupé Paris après Waterloo, etc., les Russes, notamment, qui faisaient très attention à respecter la population française, parisienne, etc., avaient, quand ils allaient dans les bars ou les cafés à la française, ils voulaient quelque chose. Nous, on dit garçon, mais les Russes, ils disaient bistrot, 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 bistrot. Et c'est devenu bistrot en français. Voilà, ça vient des Russes occupant Paris en 1815. Alors, on a parlé un peu là, de votre regard sur l'Europe et le monde. On va essayer de revenir un peu plus au niveau local. Si demain vous êtes député, comment vous voyez votre fonction au niveau local et quels sont les sujets qui pour vous sont importants de défendre à l'Assemblée?
Eh ben, les apports, justement, très positifs des Landes à tous les grands sujets de l'heure. Par exemple, sur l'écologie. L'écologie, on le dit dans le programme de Dupont-Aignan, il le dit dans son programme présidentiel. Les gens n'ont absolument pas ni lu, ni encore moins compris. Mais il dit, justement, la vraie écologie, elle n'est pas celle prônée, la politique prônée par les EELV, Verts et compagnie. Ça n'a rien à voir. Les éoliennes rapportent à des sociétés qui financent les Verts, mais en réalité, elles coûtent cher aux consommateurs d'électricité parce qu'en fait, ça produit beaucoup moins que ce que ça coûte en termes réels. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec la vraie écologie. La vraie écologie, elle est bien servie justement par les Landes à travers la chasse, à travers la pêche, à travers toutes ces activités naturelles. Et moi, je suis chasseur depuis 1975. J'arrête maintenant un peu parce que je peux plus, là, j'ai mal. Je ne peux plus crapahuter, mais la chasse a sa noblesse. Moi, j'ai toujours été élevé dans la noblesse de la chasse. Je n'ai jamais été viandard, comme on dit, entre guillemets. Mais la synégétique est essentielle et elle est bien comprise, bien défendue et elle est bien proposée en permanence tous les ans par la Fédération de chasse des Landes. Et puis, bon, j'ai répondu à leurs questions, ils ont mes réponses. J'ai aussi... Bon, allez-y, oui, vous vouliez me dire. Parce que vous faites tout, j'ai plus besoin de poser de questions, mais ce que je voulais voir justement, c'est que là, quand on parle de la chasse, on parle des traditions, votre regard sur toutes les traditions, la défense de la tradition landaise, c'est pour vous quelque chose qui sera... Oui, j'ai appris quelque chose en arrivant dans les Landes que j'ignorais totalement, parce qu'au départ, moi, pendant plus de 40 ans, j'ai été en Île-de-France. Je suis né à Paris à l'époque, bien que maintenant ce soit rattaché au 94, mais enfin, le problème, il est très simple. J'ai découvert la course landaise. Je dois dire que c'est absolument remarquable. Ça fait de mal à personne. Les bêtes sont respectées. C'est du jeu, quoi, en fait. Mais c'est un jeu qui, pour l'humain, est plus dangereux que pour la bête. Le sauteur, l'écarteur, enfin, ce sont des gens quand même qui sont d'abord des sportifs et puis qui sont quand même courageux. Donc, il y a quand même un apport. Et la Fédération Brigitte Bardot, je vois bien qu'elle ignore totalement la course landaise. Il parle que de la corrida. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai appris ça. J'ai tenté de leur faire savoir. J'ai jamais eu aucune réponse. Alors, bon. Comment vous allez travailler justement, demain vous êtes élu, entre ce rôle national où il faut être à Paris et ce rôle local où il faudra être sur le terrain ? Le rôle local, il est principalement rempli parce que, vu la façon dont l'Assemblée nationale est organisée, sur un planning dément, qui ne correspond plus au respect que l'on doit de la part du gouvernement au législatif, le gouvernement agit dans le temps quotidien, le législatif, lui, normalement, il agit dans le temps, je dirais, moyen et même long, mais enfin, du moyen. C'est le fameux 2 à 5 ans, 10 ans, bon. 2 minutes. Ouais, allez. Le temps passe vite. Oui, alors je voudrais quand même dire un mot de ce que j'ai fait. Dans ma vie, j'ai été environ, je ne sais plus, 20-25 ans président de parents d'élèves PEP. J'ai évité la Cornec, j'ai évité les communistes, je suis anticommuniste. J'ai bien travaillé dans tout ce domaine des parents d'élèves et du scolaire, donc je suis très attaché aux points fondamentaux auxquels sont attachés apparemment, je le vois dans différentes associations, fédérations nationales à éducation, ça me parle énormément. Bon, et puis j'ai aussi dirigé un village en tant que président d'ASL, c'est-à-dire avec absolument tout comme le maire, et même plus, puisqu'on avait notre propre compte bancaire, on en était responsable. Et 200 maisons, 800 habitants, c'est plus que ma commune où j'habite aujourd'hui. Et j'ai laissé les gens avec moins de charges par an et zéro dette, 0,00. Bon. Alors donc, ils me faisaient confiance. Alors au début, ils étaient un peu attentifs, on va dire. Et puis après, ils ont vu comment je fonctionnais. J'étais réélu sans aucun problème. Voilà. Donc c'est moi qui ai arrêté, parce que j'en pouvais plus. Et puis j'avais besoin de faire autre chose dans ma vie, tout simplement. On ne peut pas tout le temps être au service gratuit, parce que c'était gratuit, zéro sous touché.
J'ai vu beaucoup de choses, les villes nouvelles, j'ai tout appris à l'époque. Les cantons, les départements, j'ai tout vu, les gestions de tout type. Je maîtrise toutes les comptabilités françaises d'entreprises, collectives, banques, Banque de France et anglo-saxonnes, puisque j'ai été co-directeur aux États-Unis de sociétés d'investissement là-bas dans 7 États. Et bon, j'ai été professeur d'économie politique auprès du supérieur de banque. J'ai fait ma carrière en partant de zéro dans la banque et puis j'ai démissionné en 82. Donc j'ai donné des cours de magistraux, normaux, dans le supérieur de 3h30 dans l'économie politique. Voilà. Alors on a fait le tour, comme vous dites, 25 minutes, ça passe très vite. J'ai essayé d'aller vite, j'en aurais bien d'autres à dire. Mais... Je comprends. Alors je vais vous poser la dernière question. C'est la dernière question que je pose à tout le monde sans exception. Le 12 juin, donc c'est le premier tour, il faut aller voter. On se retrouve devant tous les bulletins, les 11 bulletins, je crois que vous êtes 11 dans votre circonscription. Il y a 11 candidats dans les deux circonscriptions, première, deuxième, et il y en a 9 dans la troisième. Donc pourquoi, rapidement, je dois voter pour vous plutôt que pour les 10 autres? Qu'est-ce qui... Très simple. Je m'engage solennellement, d'ailleurs je l'ai dit auprès de plusieurs organisations déjà, et de manière irrévocable, à être d'opposition à tout ce qui détruit les gens, à tout ce qui les réduit à rien, qui les oblige dernièrement depuis 2 ans, sans aucun motif réel, à être privés de leur travail, de leurs revenus. Réintégration immédiate, c'est horrible ça. Ça c'est la borne qui a fait ça. C'est sans borne ça, dans l'horreur. Ils ont voulu la suspension de dizaines de milliers de soignants, d'après ce que j'ai compris, sans, bien sûr du même coup, sans indemnité de chômage, sans revenu aucun. Et ça, on va les réintégrer immédiatement, ou on obligera le gouvernement à les réintégrer immédiatement. Et si le gouvernement ne veut pas, moi je suis capable de participer à une motion de censure. Donc les gens peuvent être sûrs d'une chose, c'est que de toute façon, je serai un député d'opposition, résolu à tout ce qui a nui jusqu'à présent et qui continue de nuire et qui s'annonce nuire de façon effrayante dans les mois et années qui viennent. J'ai pas le temps ici là, de détailler tous les sujets que je connais en profondeur, mais c'est grave. C'est tellement grave que je sors de ma retraite. C'est pas pour rien, quoi. Donc les gens peuvent compter sur moi. Je serai d'opposition. Enfin d'opposition à la ligne encore confirmée avec ce nouveau gouvernement. C'est inadmissible ça. Moi je ne peux pas supporter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir sur notre plateau. Ça fait partie de mon devoir. Et les dates rapidement, les dates clés en 30 secondes, les dates clés de votre campagne, est-ce qu'il y a des endroits où les gens peuvent aller vous voir, des réunions publiques? Samedi, je serai sur Roquefort. Le marché le matin, mettons pendant, je sais pas, c'est loin de chez moi, 1 heure. Et puis l'après-midi, réunion publique à Roquefort. Dans les dates suivantes que j'ai tenté de réserver, il y a encore des points d'interrogation. Il y a des difficultés apparemment, bien que pourtant l'ouverture soit sympa. J'ai des dates de réservées que j'ai communiquées à la presse par la conférence de presse, mais elles sont déjà modifiées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Vie Publique qui a dit aux mairies qu'ils ne pouvaient pas prendre de salle ou ils ne pouvaient rien faire dans la campagne avant le 31 mai. Alors du coup, j'avais 3 réunions de prévues ou 2, je ne sais plus, cette semaine, enfin dont 3e Roquefort. Roquefort l'a maintenu, c'est 28. Bon, voilà quoi. Ok. Je vous souhaite c'est pas une facile. bonne continuation de campagne, un bon combat. Et puis je vous dis au 12 juin. Voilà, c'était Laurent Martin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.